Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Le grand témoin, Louis Dauphren. Comment en sommes-nous arrivés là, à un pareil degré de confusion? C'est ce qu'on appelle un retournement de situation. Un de plus dans cette affaire Vincent Lambert, à la famille duquel aucune épreuve n'aura été épargnée, pas même celle de l'exhibition médiatique. Mais les médias peuvent être une chance aussi de faire advenir dans le débat public des choses tout à fait essentielles. Alors certes, évidemment, les médias, c'est peut-être la moindre des épreuves, la moindre d'entre toutes, comparée à ce fait inimaginable de savoir que l'hôpital met à mort votre enfant, car c'est de cela qu'il s'agit. On ressent tous un malaise devant cette violence qui revêt les habits de la vertu, car si on avait tué ce malheureux jeune homme, c'eût été évidemment pour son bien. On va reprendre le fil de cette histoire qui, au-delà du cas particulier de Vincent Lambert, change notre regard sur la médecine et risque d'instaurer une grande défiance de l'opinion envers les institutions. Assistons-nous à un changement de civilisation, à un choix de civilisation, comme le disait tout à l'heure notre éditorialiste Gérard Leclerc. Et puis que se passe-t-il à présent pour Vincent Lambert? Est-ce qu'il est toujours dans le couloir de la mort? Bonjour Tugdual Derville. Bonjour Louis Dauphren. Délégué général de l'Alliance Vita. Vous êtes en première ligne sur ce terrain. Vous étiez même hier dans cette manifestation, cette marche blanche? Oui, j'étais au départ de cette marche pour manifester ma solidarité avec cette famille, bien conscient que les souffrances sont des deux côtés, que l'amour est des deux côtés. Famille divisée donc. Bien sûr, oui. Divisée à partir, vous le savez, parce que la division, il faut lire le livre de Viviane Lambert, est arrivée à partir du moment où elle a découvert, grâce à un de ses enfants, que son fils n'était plus alimenté depuis 21 jours. C'était en 2013. Elle a fait à ce moment-là des actions en justice en urgence avec des avocats qu'heureusement elle a pu trouver. Et 31 jours après l'arrêt d'alimentation, le premier arrêt d'alimentation de Vincent Lambert, elle a obtenu qu'il soit à nouveau réalimenté. Et il faut comprendre de ce fait la colère, l'émotion, tout ce qui s'est emparé de cette affaire à partir du moment où c'est cet arrêt pendant 31 jours qui a généré cette division, au fond, en fonction de ce que les différents membres de cette famille ont entendu des médecins. Et c'est vraiment un fiasco sur le plan familial, bien sûr, et en même temps, il y a là une personne très gravement dépendante. Alors ça, c'était il y a 6 ans. Oui. Et maintenant, ça se reproduit? Bien sûr, depuis 6 ans. Vincent Lambert, du coup, est enfermé dans sa chambre, n'a plus de kiné, plus d'orthophonie, plus de mise au fauteuil, plus de sorties. Donc il y a vraiment une situation qui est terrible pour lui et pour ceux qui l'aiment. Mais pourquoi? Eh bien parce que à cause de cette division, à cause aussi de l'embrasement médiatique, il est donc privé au fond aussi par obstination, je pense. C'est tout un système. Vous savez, nous sommes tous, moi le premier d'ailleurs, victime de ce que moi j'appelle un syndrome de persévération. Quand on se commence à se tromper et qu'on se trompe à plusieurs et avec d'autres, etc., et avec des médecins, des magistrats, mais au fond, ça demande beaucoup d'humilité de reconnaître qu'il n'est pas dans un lieu approprié. Aux patients qui, comme lui, sont victimes on dit EVC, EPR, qui sont soit post-relationnels avec des modes de relation indéfinissables, soit en état neurovégétatif. Et il y a en France, grâce à l'énergie de médecins, de soignants très spécialisés, des unités qui sont dédiées à ces patients, des petites unités dédiées à ces patients qui sont au long cours dans des graves séquelles de traumatismes crâniens, en général liés à des accidents. 1700 patients à peu près? Voilà, à peu près. Et on ne sait pas pourquoi Vincent Lambert a été maintenu dans un établissement qui, quoi qu'on en dise, est dédié aux soins palliatifs, qui n'est pas en fin de vie. Il a été mis hier en fin de vie et nous pensons que ce matin, il n'est plus. Non, si la décision de justice qui a été annoncée hier soir par la Cour d'appel de Paris est confirmée, eh bien qu'il va être réalimenté, qu'on va cesser de cette sédation et qu'il se retrouvera dans l'état, nous l'espérons, sans séquelles supplémentaires d'avant-hier. Parce que la décision est exécutoire. Bien sûr, oui. C'est une décision qui oblige la France à respecter les traités internationaux en matière de droits des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU a demandé à la France de maintenir, en termes de mesures conservatoires, les soins qui sont dus à Vincent Lambert. Et puis ensuite, il y a toute une évaluation de son état. Nous espérons vraiment qu'on s'en sortira par le haut, par une prise en charge adaptée à son état, et que ça apaisera, nous l'espérons de tout cœur, la situation autour de Vincent Lambert. Alors, Tugdual Derville, évidemment, c'est toute une question aussi politique qui se pose parce que la loi Claes-Leonetti, qui normalement est censée réguler ces questions de fin de vie,
Est-elle adaptée alors qu'on nous dit que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, donc il n'est pas dans les cases en quelque sorte de cette disposition juridique? Et puis la décision de la Cour d'appel, vous nous dites que précisément donc, il y a une reprise de l'hydratation et de la nutrition, mais qu'on le laisse à ce CHU qui n'est pas fait pour lui. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que la justice ordonne qu'on le déménage, qu'on le change d'endroit? Et pourquoi est-ce que la famille, ou du moins une partie de la famille, ne récupérerait pas Vincent Lambert après tout? C'est la demande de ses parents, mais comme vous le savez sans doute, et jusqu'à la plus haute juridiction de notre pays, la tutelle a été maintenue à son épouse, qui, il faut imaginer la situation, hein, c'est une personne très gravement dépendante, et on peut imaginer l'épuisement, la lassitude de son épouse. Donc elle a maintenu cette tutelle. Nous penserions, j'aurais pensé, mais je ne suis pas magistrat, qu'en cas de si fort conflit, une tierce personne aurait été appropriée pour choisir le plus indépendamment possible ce qui est le mieux pour la santé et le bien-être de Vincent Lambert. Mais de ce fait, on ne peut pas, contre l'avis de son épouse et de l'équipe médicale actuelle, changer d'établissement, sauf si il y a une ouverture de cœur, une nouvelle réflexion. Et ce qui a été très marquant, je pense, ces derniers jours, vous l'avez peut-être entendu et vu, c'est que de très nombreux soignants, médecins, notamment dédiés aux États dits EVC-EPR, ont dit à quel point ils étaient prêts à accueillir Vincent Lambert dans leurs établissements. À quel point ils étaient aussi choqués de toutes les images qu'on dit. Moi, je suis allé sur pas mal de plateaux hier, de télévision, et j'ai entendu à chaque fois qu'il était branché, qu'il y avait des machines, qu'il était maintenu en vie. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, il respire spontanément. Il a résisté déjà à 31 jours d'un arrêt d'alimentation et avec une hydratation minimale, ce qui dit quelque chose de sa vitalité. Il y a quand même ce mystère de la vitalité d'une personne. Évidemment, il n'est pas mort. Et il a aussi des réactions mystérieuses qui sont très difficiles à interpréter. Mais avec sa mère, on le voit, elle a pu le dire, quand il ferme les yeux très fortement à certains moments dans la relation. Donc il y a ce mystère de la présence d'une personne. Et les médecins spécialisés savent accompagner ces situations. Alors que les soins palliatifs, moi je rends hommage, je l'ai fait encore hier aux soins palliatifs parce que j'en ai bénéficié pour certains membres de ma famille, ce n'est pas leur rôle que de mettre en situation de fin de vie des personnes qui ne le sont pas. Ça serait vraiment à ce moment-là retourner les soins palliatifs contre eux-mêmes. Et je pense d'ailleurs qu'un grand nombre de praticiens de soins palliatifs sont de malaise lorsqu'ils voient ce qui a été décidé et mis en œuvre hier matin, lundi matin, pour Vincent Lambert. Tugdual Derville, est-ce que le médecin est tout à fait souverain dans ce type de situation? Parce que le docteur Sanchez, médecin en charge donc de Vincent Lambert au CHU de Reims, a annoncé donc à sa famille que l'arrêt des traitements et la sédation profonde et continue évoqués lors de la procédure collégiale seront initiés au cours de la semaine du 20 mai. C'est la phrase qui a mis en quelque sorte sur les rails cette histoire dans sa version la plus récente. Est-ce que c'est lui qui décide de tout? C'est pour la 5e fois que ce processus a été mis en œuvre. Et derrière votre question, la réponse est très complexe parce que d'abord, il faut imaginer la pression, les influences de tous les côtés que peut subir une équipe médicale, et ce médecin en particulier. En mettant en œuvre ce processus, il poursuit dans la ligne de ses deux prédécesseurs qui, l'un après l'autre, ont fini par quitter l'établissement. C'est lui qui a été recruté. Et donc, c'est aussi une question qui peut nous interroger, c'est pourquoi recruter tel médecin plutôt qu'un autre? Comment se fait-il qu'à ce nombre de médecins, j'en connais, par exemple, le professeur Xavier Ducrot, neurologue, qui a pu rencontrer Vincent Lambert et qui dit à quel point il faut respecter sa vie, lui a été comme mis à l'écart. Donc on a des conflits de pouvoir. Comme j'étais consultant autrefois dans une société pour être présent à l'hôpital, il y a, vous le savez, des conflits de pouvoir dans ces lieux. Et voilà. La famille n'a pas son mot à dire dans le choix du médecin ou la tutrice? Dans le choix dans le choix du médecin, non, elle pourrait demander de changer d'établissement. Et puis par ailleurs, il y a toute la question, elle est tutrice, donc elle doit être entendue en tant que tutrice, évidemment, tant qu'elle le demeure. Et puis il y a également, bien sûr, normalement, un processus collégial. Maintenant, sous quelle forme? Ce qui m'a frappé, mais vous le savez sans doute, j'évoquais tout à l'heure ce que j'appelle le syndrome de persévération. Persévérer dans l'erreur est une tendance très naturelle pour nous. Il est très difficile de revenir en arrière lorsque l'erreur a duré longtemps. Mais quand l'erreur est collective,
quand ça a été pris justement d'une manière qu'on a affirmée collégiale, celui qui va s'opposer, la voix minoritaire, est souvent réduite au silence. Et je l'ai remarqué encore récemment, des personnes qui ne sont pas d'accord avec l'action décidée par le docteur Sanchez avec une partie de son équipe n'osent pas s'exprimer. Et on le comprend, hein, dans un groupe, dans une famille, celui qui n'est pas d'accord est souvent réduit au silence. Et c'est toute l'ambivalence de cette situation où on voudrait se taire, et moi le premier, parce que je me suis dit, quand j'ai vu cette situation familiale si difficile, pourquoi s'exprimer alors que c'est si intime, si délicat, et en même temps, si on se tait, eh bien, on laisse faire. Et après, on regrette de s'être tu. On s'est dit, mais voilà, le monde bouge aussi parce que des personnes ouvrent la parole. Voilà, la stratégie judiciaire du camp d'en face, c'est-à-dire opposé au docteur Sanchez, c'est de le charger au maximum. C'est-à-dire, vous voulez dire c'est-à-dire de le rendre responsable, en fait, lui, de faire en sorte qu'il assume sa responsabilité. De ne pas se reporter sur qui que ce soit. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, non Louis, votre question, mais il me semblait que son avocat sur notre antenne avait dit ça hier. Ah oui, Maître Jean de Triomphe. Non, mais oui, j'avais pas entendu ça, mais en tout cas, c'est vrai que ça se focalise sur cet homme qui peut-être fait ce qu'il croit devoir faire, hein, parce que quand on prend une décision, eh bien, on a accès plus ou moins au tréfonds de sa conscience. Hein, et effectivement, oui, j'ai entendu en tout cas des personnes faire des reproches très véhéments vis-à-vis du docteur Sanchez, d'autant plus qu'il y a eu une action en justice pour demander qu'il soit récusé. Mais à partir du moment où vous avez exprimé tout à l'heure l'expression forte de couloir de la mort. À partir du moment où une personne qui n'est pas en fin de vie... Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une expression, Tuc d'Alderville? On peut l'entendre, si, c'est une expression. Je l'ai déjà utilisée moi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met une personne en situation de fin de vie avec l'issue inéluctable qu'est la mort, on peut comprendre que ceux qui aiment cette personne en estimant qu'il faut maintenir les soins, et je les comprends et je partage leur désir, fassent feu de tout bois sur le plan judiciaire et développent dans certains cas une assez forte agressivité face au camp d'en face. Évidemment, du coup, des camps se dressent. Et ça, c'est triste, on peut le déplorer, mais si il fallait simplement souhaiter une sorte de paix qui soit factice, elle se fait souvent dans l'injustice. Hein. La paix n'est valable que dans la justice. Et quand il y a une grave injustice, moi j'aime bien une formule d'Emmanuel Mounier, je préfère le désordre à l'injustice. Il y a trop souvent dans notre pays, au nom de la paix et de la pudeur, on se tait et on laisse faire des injustices. Et ça, c'est vraiment impossible, d'où l'importance d'une marche blanche comme celle d'hier, par exemple, pour dire qu'il y a des personnes qui estiment que Vincent Lambert a sa place dans notre société, qu'il doit être respecté dans le mystère de sa vie, lui et toutes les personnes qui lui ressemblent. Ça, c'est majeur. Qui paye ? C'est-à-dire, qui paye financièrement, vous voulez dire ? C'est la collectivité ? Oui. Ou il faut être Michael Schumacher pour pouvoir survivre ? Non, je pense que d'abord, on a, je l'ai évoqué, dans notre société, un effort magnifique qui est fait pour ces personnes. Ou pour des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple. Je crois qu'il y a un paroxysme ou un paradoxe. D'un certain côté, la France est exemplaire dans l'accueil des personnes qui ont des graves traumatismes crâniens, qui, à l'issue d'une médecine très technicisée qui a fait que ces personnes avaient survécu à des accidents, mais il y a aussi des personnes qui survivent à des accidents qui sont ensuite en bonne santé, qui recouvrent tous leurs moyens. Bon, bien, la France doit à ces personnes des soins et elle le fait. Et il y a des magnifiques établissements. Même chose pour les personnes qui ont des démences séniles, des désorientations et qui aussi sont pris en charge avec un énorme dévouement, même si aussi... Donc il est pris en charge à 100%. Voilà, oui, tout à fait, à 100%. À 100%. Après, évidemment... Mais est-ce que l'épilogue, Tuc d'Alderville, est-ce que l'épilogue de cette histoire, ça ne va pas être finalement une sorte de renoncement de l'État qui consiste à dire, écoutez, on le maintient en vie, mais c'est vous qui payez à présent? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'à l'arrivée, ça ne va pas se résoudre comme ça? Bon, j'ai déjà entendu ça à propos, par exemple, des personnes. Je me souviens que dans l'affaire Perruche, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était jeunes. L'arrêt Perruche. Voilà, l'arrêt Perruche, où le jeune Nicolas Perruche avait obtenu, il ne pouvait pas rester en justice, il était né avec un handicap, il avait obtenu, mais ça a été annulé ensuite par une loi de la Cour de cassation, il avait obtenu d'être indemnisé du seul fait d'être né plutôt que d'être avorté. Donc ça avait fait un grand scandale, ça voulait dire que sa vie était un préjudice. Et à l'époque, la Sécurité sociale avait demandé le remboursement des frais occasionnés par ce jeune porteur d'un lourd handicap. Et donc, on s'aperçoit effectivement qu'il y a ce risque, il y a certaines personnes qui vont dire « mais qui paye ?» Mais à ce moment-là, qui paye dans bien d'autres domaines. Donc je pense que notre société française, elle est assez exceptionnelle. Mais est-ce que la question se pose aujourd'hui ?
la question de la prise en charge par la collectivité. Moi, je ne crois pas qu'elle se pose en ces termes aujourd'hui sur le plan de l'État. Parce qu'on n'en parle pas là aujourd'hui de cet aspect-là. Elle ne se pose pas. Certains l'ont. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, certains disaient qui paye, elle a qu'à payer, etc. Certains l'ont dit. Mais on a une tradition en France d'universalisme en matière de soins, et notamment de soins aux personnes qui vivent dans des graves dépendances ou pour d'autres avec des maladies chroniques. Et ça, je pense que notre société y est attachée. Vous savez, nous sommes dans un paradoxe. D'un certain côté, il y a comme une unanimité à prendre soin des plus fragiles. Et d'un autre côté, il y a cette tendance parfois, entre guillemets, naturelle à les rejeter. Et évidemment, le fil est ténu. Et si on bascule, comme on l'a fait en Belgique ou en Hollande dans l'euthanasie, on s'aperçoit effectivement que des voix s'élèvent en disant il vaut mieux dégager un peu tôt pour ne pas coûter trop cher. Pour vous, ça aurait été de l'euthanasie, la décision de cesser l'hydratation et la nutrition ? C'est une bonne question, parce que normalement, ceux qui revendiquent en France l'euthanasie le font selon 3 critères. Que la personne soit gravement malade, qu'elle soit en fin de vie et qu'elle l'ait demandé. Et Vincent Lambert ne répond à aucun de ces 3 critères. Mais c'est assez significatif de voir que la fin de vie est demandée pour quelqu'un justement qui n'est pas en mesure de s'exprimer et qui est gravement dépendant. Ça veut dire qu'effectivement, et c'est un signe extrêmement important d'alerte pour nous à relever, que cette culture de l'euthanasie, elle va très vite vers l'exclusion des personnes les plus fragiles. Vers une exclusion on passe du droit au devoir, et puis on finit par ne plus le demander. Ça, c'est vraiment le risque. Et donc, c'est en cela, je pense qu'une levée de bouclier est nécessaire, non seulement pour la personne très respectable et mystérieuse de Vincent Lambert, que pour toutes les autres qui pourraient effectivement, dans une culture euthanasie, se voir privées de vie par une société qui les décrétera. Elle ne dira pas forcément qu'elles sont inutiles, c'est pas comme ça qu'elle le dira, mais elle dira que leur vie leur est insupportable. Or, c'est vrai que Vincent Lambert, les personnes se projettent dans son état. On peut tous le dire. Qui a envie d'être comme lui ? Personne. Personne. Je n'ai pas envie d'être dans un état post-relationnel ou neurovégétatif. Et pourtant, il ne nous est pas demandé de nous projeter dans cet état, mais de le protéger dans cet état. C'est très différent. Et les médecins qui ont étudié les très exceptionnelles sorties de situations qui paraissaient irréversibles, et je pense que, comme beaucoup le disent, la situation de Vincent Lambert est irréversible. Je ne prétends pas qu'il va se retrouver en bonne santé. Mais les quelques situations exceptionnelles, il y en a eu encore récemment, où une personne s'éveille de ces situations, eh bien, on découvre qu'elles avaient trouvé une raison de vivre dans ces situations. C'est très mystérieux de voir à quel point... Comment le sait-on ? Et parce que celles qui ont pu s'exprimer derrière. Alors vous avez peut-être vu le livre d'Angel Liebi, Une larme m'a sauvé. Des situations assez étonnantes où on se rend compte, et c'est aussi le professeur Lorez en Belgique qui a étudié des situations de sortie de coma ou de situations neurovégétatives d'apparence, qui dit que... Le scaphandre et le papillon ? Il y a 40% de situations où on se trompe de diagnostic, dit ce grand spécialiste belge. Et surtout, ce qui est le plus étonnant, c'est que des personnes trouvent des raisons de vivre dans des situations où nous imaginerions, nous, que la vie est insupportable. Donc on projette nos souffrances et notre vision de la vie en bonne santé sur des personnes qui, si ça se trouve, là où elles sont, vivent une vie à leur façon qui a un sens. Vous voulez dire, Duc d'Alderville, que le diagnostic fait sur l'état de Vincent Lambert n'est pas finalement si fiable que ça, dans la mesure où on ne sait pas s'il souffre, s'il entend, s'il voit, si ces lésions irréversibles commandent un état particulier dans lequel on peut se projeter facilement. On ne sait rien finalement. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, je dis juste qu'il y a d'abord une très forte controverse médicale à son propos. Il y a des expertises contradictoires qui se sont succédées. Il est, selon toute vraisemblance, et avec les images qu'on a pu avoir encore récemment, dans un état plutôt post-relationnel que neurovégétatif, mais... Quelle est la distinction, c'est-à-dire ? La distinction, c'est que dans les états dits neurovégétatifs, la personne ne semble pas tenter de s'exprimer. Peut-être qu'elle le tente, peut-être qu'elle ressent des choses et entend des choses, mais il n'y a pas de signe qui le montre. Dans un état dit post-relationnel, il y a des modes d'expression, un regard qui suit, etc., mais sans qu'on puisse interpréter ce langage de la personne. Voilà, c'est deux. Alors, on peut glisser de l'un à l'autre suivant les situations. Il y a des personnes qui, avec leur mère, avec leurs parents, parce qu'il y a une relation forte, un peu fusionnelle, qui a été retrouvée à l'issue de l'accident, eh bien, les parents peuvent sentir des choses que les soignants ne sentent pas. Les soignants vont dire oui, mais ils interprètent. Voilà, des grands débats. Les experts ne sont pas d'accord aujourd'hui sur son cas. Exactement, ils ne sont pas tous d'accord sur son cas. Comment la justice peut-elle se fonder sur quelque chose
qui précisément ne fait pas l'objet d'un consensus? Oui, ça c'est très complexe. C'est pour ça que le parti pris du respect de la vie, le parti pris de la dignité de la personne et des soins qui lui sont dus, eh bien, c'est la seule manière de s'en sortir par le haut. Et parce que aboutir effectivement à des décisions médicales qui visent à mettre quelqu'un dans une situation de perspective de mort assez rapide, aboutir à des décisions de justice, on est tous dans un malaise par rapport à ça. On sait bien que nous ne voulons pas que la vie et la mort soient l'objet de décisions de justice, même si malheureusement les parents ont dû faire appel maintes fois à des magistrats pour tenter de trouver la meilleure solution possible pour leur enfant. On peut imaginer qu'il y aura un pourvoi en cassation, enfin on ne sait pas, on imagine que vu l'état du dossier, en tout cas du point de vue judiciaire, les choses ne sont pas nécessairement terminées. Non, bien sûr, il y a d'autres actions pénales, etc. J'ai essayé de revoir l'ensemble des... Je ne sais pas combien il y a eu d'actions en justice, et effectivement, c'est abyssal. Hein, et je crois que moi, je trouve que l'énergie des parents dit quelque chose aussi. Hein. C'est vrai que entre ce que vous avez appelé les deux camps, et je souscris à cette formule, et même si elle est attristante, eh bien, à qui privilégier ? Moi, je pense que c'est le protecteur de proximité qui devrait être privilégié dans ce cas-là. C'est ce que dit à sa façon Marie de Henzel, dont vous savez qu'elle a été à l'origine de la culture palliative avec d'autres dans notre pays. Lorsqu'on voit une famille qui exprime tant d'affection et de volonté de continuer le chemin avec leur enfant tel qu'il est, dans ce très lourd handicap, comment lui imposer la mort de cet enfant ? Ça paraît vraiment inhumain, et ça explique aussi les cris de détresse. Je vous pose la question directement, Tugdual Derville, oui. Mais c'est vrai que cesser l'hydratation et la nutrition paraît être une épreuve presque sadique, puisqu'on l'imagine mourir à petit feu. Est-ce que dans ce cas, ça n'est pas, dans un retournement très curieux, voire pervers, une sorte de plaidoyer pour l'injection létale qui consisterait à dire attendez, on ne va pas lui imposer une souffrance par petits morceaux dégradante et certainement une épreuve aussi pour l'entourage. Passons directement à un acte qui met fin à sa vie une bonne fois pour toutes. C'est effectivement le propos des promoteurs de l'euthanasie par injection létale en France. Je les ai entendus. Alors, il faut noter que l'arrêt d'alimentation et d'hydratation... c'est quand même une torture, ça. Alors ça s'accompagne d'une sédation. Et on ne sait pas exactement ce que ressent la personne au plan psychique dans son état de conscience minimal et au plan physique, mais les médecins qui mettent en œuvre ces protocoles, contrairement à ce que ça avait été le cas, contrairement à ce qui s'était passé en 2013, et le médecin de l'époque le regrette d'ailleurs, il y a tout un processus d'accompagnement. Et donc effectivement, vous avez raison de signaler qu'il y a le risque de la politique du pire. C'est-à-dire, si effectivement, avec cette médiatisation très très forte d'une situation de mise en fin de vie par un protocole qui veut être doux et je pense qu'il y a des précautions qui sont prises pour effectivement Vincent Lambert, si on était dans la situation avant la décision de justice d'hier, avait été vraiment mis à mort entre guillemets, et il l'aurait été avec les analgésiques correspondants. Tugdual Derville, vous allez rester avec nous parce que beaucoup de questions se posent, y compris d'ailleurs de la part de ceux qui nous écoutent. Je m'en ferai l'écho tout à l'heure. Et puis on parlera aussi des directives anticipées juste après les infos d'Alban Barthélémy. Vous possédez des bijoux anciens ou signés, des diamants, de l'argenterie ou des montres anciennes de grandes marques dont vous souhaitez vous séparer ? Recycleur, expert en métaux précieux dans le 6e arrondissement à Paris, rachète en toute discrétion vos valeurs. Recycleur reprend également vos lingots, pièces cotées, platines, débris ou tout type de bijoux en or et en argent. Recycleur paie vos biens comptant le jour même après estimation. Expertise gratuite. Recycleur, 29 rue des Saints-Pères, Paris 6e, 01 42 60 24 24 et sur recycleur.com. Laissez le froid et le bruit dehors et ne laissez entrer que la lumière. Avec la Maison de la Fenêtre, gagnez en confort de vie avec des fenêtres haute performance en bois, PVC ou aluminium. Volets roulants, portes, stores et fenêtres. Avec la Maison de la Fenêtre, valorisez votre patrimoine, faites des économies d'énergie et profitez des nouveaux crédits d'impôt valables jusqu'au 30 juin. La Maison de la Fenêtre à Villejuif, 01 42 11 03 03. La Maison de la Fenêtre, certifié Calibat et RGE.
On avait hérité de quelques tableaux, des meubles, un peu d'argenterie aussi, des bibelots. Mais bon, on voulait passer à autre chose. Il fallait qu'on s'en sépare. Alors nous avons appelé la maison Philippe. Rendez-vous pris, ils sont venus chez nous. Tout a été expertisé gratuitement. Et nous avons été payés contents et débarrassés gratuitement. Ils nous ont même racheté du linge de maison et une montre à gousset. Des biens à vendre, une succession ou un partage à régler? En Île-de-France comme en province, appelez Maison Philippe Antiquité au 01 45 90 38 04. 01 45 90 38 04. Radio Notre-Dame. Soyez les bienvenus en ce mardi 21 mai. Tugdual Derville est avec nous, délégué général de l'Alliance Vita. Il a notamment publié La bataille de l'euthanasie aux éditions Salvator, éclairage sur l'affaire Vincent Lambert qui a connu un dernier rebondissement hier soir. On y revient dans quelques instants. Après les infos que vous présente à 8h, Alban Barthélémy. Bonjour Alban. Nous sommes le mardi 21 mai. Bonjour. À la une ce matin. Énorme surprise dans l'affaire Vincent Lambert. La Cour d'appel de Paris a ordonné hier soir vers 23h et à la surprise générale, la reprise des soins. Reprise des traitements pour plusieurs mois, le temps qu'un recours auprès du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU soit examiné. Cet énième coup de théâtre a été fêté par la mère de Vincent Lambert, Viviane. Elle salue une très grande victoire. La nouvelle est tombée en pleine marche parisienne, réunissant hier soir plusieurs centaines de personnes. On a gagné! C'est pas vrai! On a gagné! Ça veut dire que dès maintenant, sans délai, l'alimentation et l'hydratation de Vincent doivent être repris. Maître Jean Paillot, que vous entendez à l'instant, l'avocat des parents, il souligne toutefois qu'il s'agit d'une décision provisoire. Il est attendu ce mardi matin au centre hospitalier de Reims pour constater la reprise des soins. Et dans ce contexte, la veillée pour la vie du diocèse de Paris aura lieu ce soir à 19h30 à l'église Saint-Sulpice. C'est la 11e édition de cet événement. Tout autre chose, l'Hôtel-Dieu à Paris, confié à un promoteur immobilier. Toute la partie de l'hôpital donnant sur le parvis de Notre-Dame de Paris, soit un tiers de sa surface, sera cédée par l'assistance publique au promoteur Novaxia pour un bail de 80 ans. Le projet comporte un pôle santé avec notamment l'implantation d'un incubateur de biotechnologie. Un pôle habitat solidaire regroupera quant à lui notamment une maison du handicap et une crèche associative. À l'occasion de la journée mondiale de l'abeille hier, le syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées a envoyé des cadavres d'insectes à Emmanuel Macron et à plusieurs ministres du gouvernement. Il rappelle qu'en France, l'équivalent de 67 millions de butineuses disparaissent chaque jour. Pour Olivier Fernandez, le président du syndicat, il y a urgence, d'autant que le gouvernement vient d'autoriser des dérogations à l'interdiction d'utiliser certains insecticides. Le président Emmanuel Macron qui s'engage un peu plus dans la campagne pour les européennes. Dans une interview accordée à la presse régionale, il dénonce notamment ce matin une connivence entre les nationalistes et des intérêts étrangers dont l'objectif serait, je cite, le démantèlement de l'Europe. Enfin, c'était une légende de la Formule 1. Niki Lauda est mort paisiblement à 70 ans, entouré par ses proches. Il avait miraculeusement échappé en 1976 à un terrible accident, sortant grièvement brûlé de son cockpit en flammes. Le grand témoin, Louis Dauphren. Avec Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita, on essaie de comprendre ce qui se passe à présent dans le dossier Vincent Lambert et puis aussi de voir au-delà. Et on va parler des directives anticipées parce que c'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous sentez obligé de rédiger vos directives anticipées pour éviter que ne se produise une affaire comparable à celle de Vincent Lambert, que vous ne la viviez vous-même? Je vais vous lire, Tugdual Derville, un message qu'on a reçu. On a reçu pas mal de messages, mais il y en a un, celui de Christiane, qui révèle quand même une certaine, un certain malaise par rapport à des prises d'opposition de l'Église catholique en particulier. Navré de constater que la parole n'est pas donnée par l'Église à son épouse, qui est sa tutrice et dont la voix est aussi respectable que celle des parents. Un couple, c'est important pour l'Église, n'est-ce pas? Notre Église ne prône pas l'acharnement thérapeutique, la fin de vie de Saint Jean-Paul II chez lui
et non en clinique, l'a montré au monde entier. Le catholique, ou la catholique que j'essaie d'être, se dit que Vincent Lambert sera paisible dans les bras du Père et qu'il ne mérite pas une telle agressivité, un tel déchaînement idéologique. Quant à notre Église qui prône avec raison la défense des plus fragiles, que n'a-t-elle réagi avec autant de vigueur il y a 20 ou 30 ans pour dénoncer aussi vigoureusement les membres de son clergé violentant sexuellement les petits ? Réagissez-vous avec autant d'énergie quand les migrants meurent en Méditerranée, comme le condamne notre bon pape François ? Une radio catholique ne peut utiliser les événements pour soutenir implicitement, bien sûr, un certain candidat ayant un label catho. Il y a d'autres candidats catholiques en campagne, dit-elle. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de références. C'est un ressenti. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je partage son rejet de l'acharnement thérapeutique. Je pense qu'il est unanime sous la formulation plus technique d'obstination déraisonnable. Et donc l'enjeu de savoir, effectivement, et je pense que le pape François, de ce point de vue, a une vision justement de ce qu'il appelle la bioéthique élargie, au fond de défendre les plus fragiles, quels qu'ils soient. Que ce soit des migrants qui perdent effectivement la vie, et heureusement que des militants s'engagent pour qu'ils aient la vie sauve et pour que nous soyons des terres aussi davantage d'accueil, mais avec tous les enjeux politiques qu'il y a derrière au niveau des lieux d'où ils viennent, parce que le sujet est bien sûr complexe, que ce soit des personnes âgées que parfois nous abandonnons dans des lieux où ils vivent d'une manière pas digne, ça peut arriver, vous le savez, et que ce soit les embryons ou les personnes qui risquent d'être abandonnées ou, entre guillemets, poussées vers la mort parce qu'on les considère comme inutiles ou que leur vie, à nos yeux, est indigne de vivre. Donc, c'est vraiment important d'avoir une vision globale, du début à la fin, toute la personne dans toutes ses dimensions et toutes les personnes, toute la vie de tous. Et après, bon, il y a d'autres... Moi, je trouve intéressant qu'il y ait cette diversité d'engagement dans l'Église. Moi, j'aime bien la formule du buisson ardent de Moïse. J'ai vu la misère de mon peuple. Qu'est-ce que je vois, moi, de la misère de mon peuple ? Pour ce qui me concerne, c'est des personnes concernées, touchées par le handicap, qui ont touché mon cœur et auprès desquelles je me suis engagé depuis maintenant plus de 30 ans. D'autres personnes, ça va être des migrants, d'autres, ça va être des personnes en fin de vie. Et c'est très important qu'on échange nos regards. Dieu seul voit toutes les misères, et l'Église en elle-même, et la voix du pape François qui s'est exprimée hier à propos de Vincent Lambert, vous le savez, eh bien, il nous aide à sortir de nos cloisonnements et de nos égoïsmes, et bien sûr de ne pas exclure Vincent Lambert de notre solidarité. Voilà. Donc conjugué, pas opposé. Bien sûr, mais regardez aussi avec moi j'ai une sorte d'expertise sur ces sujets du fait du site SOS Fin de Vie qu'on a fondé, de mes engagements, et donc j'essaye d'éclairer sur ce sujet avec mon expertise. Et alors j'ai trouvé intéressant quand même, je pense Rachel Lambert ne s'est pas exprimée depuis un petit moment, elle l'a fait à un certain moment, elle le fait à un autre, et elle doit être entendue bien sûr dans ce qu'elle exprime, mais c'est pas parce que quelqu'un est entendu dans sa souffrance qu'il faut forcément suivre des conséquences lorsque ces conséquences conduisent à provoquer la mort de quelqu'un, et ça c'est évidemment, il faut savoir dire non. Quand on dit avec la meilleure intention du monde, il serait plus paisible dans les bras du Père, qu'est-ce que vous dites ? Eh bien on a le droit de le penser. Tout à fait. Et on le pense bien souvent, je l'ai pensé, vous le pensez, à propos de proches qui n'en finissent pas de mourir. Mais ce n'est pas à nous de provoquer la mort. Parce que quand cet interdit de tuer, qui est le fondement de notre vie en société, commence à être érodé quand les gens sont les plus fragiles, commence à s'effriter pour des plus fragiles, alors jusqu'où on va ? Et c'est là qu'il y a un gros travail, pas seulement du cœur et de l'émotion, mais de la conscience et de l'intelligence pour s'interdire de provoquer la mort de certaines personnes, même si on peut légitimement être soulagé. Ça nous arrive bien souvent en disant « Ah, ça y est, il est dans les bras du Père. » Et voilà, oui, bien sûr. Mais c'est pas à nous de décider de la vie et de la mort de quelqu'un, parce que quand on commence à le faire, et là je le dis croyant ou incroyant, à ce moment-là, il y a un arbitraire très fort. Hein. Et c'est justement une très grande protection des proches qui peuvent avoir ces sentiments ambivalents. Qui ne l'a pas eu, hein, cette vie qui n'en finit pas de ne pas finir. C'est justement pour nous protéger et nous autoriser d'avoir ces désirs que des personnes meurent, et bien que cet interdit fondateur nous aide à prendre soin en s'interdisant de franchir cette ligne rouge qui est la ligne qui conduit vers beaucoup de totalitarisme. De manière beaucoup plus prosaïque et calculatrice, est-ce que vous pensez que cette affaire, Vincent Lambert, au stade où elle en est, sachant qu'on est dans la dernière ligne droite avant les élections européennes, est-ce que c'est un sujet politique ? Le président de la République s'est exprimé sur le sujet en disant qu'il ne pouvait pas intervenir, qu'il n'était pas habilité à le faire. Agnès Buzyn l'a fait également, elle a été désavouée par la Cour d'appel de Paris. Est-ce que ça va prendre une tournure qui va mettre au cœur du débat politique, peut-être pas tout de suite, mais pourquoi pas, cette question ?
Je pense que ultimement, les questions de vie et de mort, ou les questions qu'on appelle bioéthiques, sont devenues éminemment politiques, c'est vrai. Car vous savez ce que dit... Et vous le sentez dans l'opinion Pas forcément, non, pas forcément. Je le pense depuis longtemps que la bioéthique est un sujet majeur, ce que Foucault a appelé aussi la biopolitique, le fait que finalement, ce qui est premier pour une société humaine, c'est de savoir qui est l'homme, qui est la personne humaine. Benoît XVI, dans La charité, dans la vérité, a cette phrase très forte la question sociale est radicalement devenue anthropologique. C'est-à-dire, si on ne sait pas qui est l'homme, on dérape très très vite dans le totalitarisme. Et son successeur, le pape François, dit dans Laudato Si, cette magnifique encyclique qui est sociale d'ailleurs avant même d'être sur l'environnement, il dit « Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate ». Autrement dit, aujourd'hui, les politiques doivent réfléchir en profondeur sur qui est cet homme, cette personne humaine. Est-ce que c'est un homme debout, en bonne santé, fort de toutes ses capacités que nous voulons protéger, ou est-ce que faire preuve d'humanité pour une société, c'est pas justement prendre soin du plus fragile, celui qui n'est rien aux yeux peut-être des hommes d'apparence. Mais il ne veut pas le faire, Tugdual Derville, parce que la loi Claes-Leonetti, précisément, même si ça porte sur l'euthanasie, que vous l'avez rappelé, le cas de Vincent Lambert n'entre pas dans ce cadre-là. Il ne veut pas le faire, il veut s'en tenir au statu quo de la loi Claes-Leonetti aujourd'hui. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Oui, ça c'est un... Même si peut-être qu'elle est déminée par cette affaire. Enfin, j'entends déminée, déstabilisée par cette affaire. Oui. Ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, je pense que je pense qu'il y a un malaise politique, un très grand malaise politique, qui a poussé le président de la République à essayer de ne pas se prononcer, parce que il a hâte qu'on en finisse et il a peur que tout ça bouge, et il a peur aussi de la réaction des personnes concernées par le handicap qui ont commencé à prendre la parole. J'ai entendu Marc-Henri Dallès hier s'exprimer aussi en disant mais moi je me sens remis en cause par ce regard, parce que le regard que nous portons pas seulement sur des personnes en état post-relationnel ou neurovégétatif, mais beaucoup de personnes handicapées ressentent un regard. Moi j'ai fait toute une tournée avec une jeune femme trisomique qui s'exprimait devant des élèves sur sa vie. Moi j'ai la trisomie, je l'ai, etc. Et le professeur de SVT du fond a fini par poser une question, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'éviter quand même par le diagnostic prénatal cette trisomie? Et mon ami m'a dit, la dame au fond là, quand elle a posé sa question, j'ai pas voulu répondre, hein. J'ai eu raison, hein, j'ai pas voulu répondre. Voilà. Donc le regard que nous portons sur les personnes fragiles dit beaucoup de la conception que nous avons d'une vie digne et d'une vie humaine. Et là se joue effectivement un choix politique absolument majeur. Et évidemment, l'affaire Vincent Lambert est un marqueur fort, un signal envoyé à des milliers de personnes qui aujourd'hui sont dans une situation comparable ou pourraient l'être, parce qu'après tout, ça peut être vous, ça peut être moi demain. Alors précisément, si on se trouve dans cette situation, il y a normalement un sésame. Ça a été dit d'ailleurs, ce sont les directives anticipées qui permettent d'éviter à cette situation de se retrouver dans une impasse absolument inextricable. Si Vincent Lambert avait rédigé ces directives anticipées, est-ce qu'on n'en serait pas là, Tugdual Derville ? Nous, à Alliance Vita, nous éditons un guide des directives anticipées qu'on a énormément travaillé avec des praticiens, qu'on a testé, et nous nous sommes saisis de cette loi qui permet aux personnes de les rédiger et de désigner aussi une personne de confiance, mais avec prudence, car nous ne voulons pas cautionner l'idée d'une sorte de protocolisation par avance de notre fin de vie. Nous ne savons pas la réaction que nous aurions dans telle ou telle situation. On a vu bien des personnes qui avaient fait... On peut revenir dessus, la loi l'autorise. Bien sûr, c'est très important, et d'ailleurs nous insistons beaucoup là-dessus, que ne pas rompre la confiance soignant-soigné, continuer le dialogue et réévaluer en fonction des situations et de l'évolution de notre état et de notre désir aussi, les situations. Je connais des personnes qui voulaient mourir à domicile, comme la plupart d'entre nous, mais qui à un moment ont demandé de mourir à l'hôpital, où elles se sentaient plus sécurisées. Il y a des personnes qui ne veulent pas être dans certaines situations, et quand elles s'y retrouvent, elles découvrent qu'elles ont des raisons d'y vivre. Cependant, effectivement, il est utile désormais de rédiger des directives anticipées, ne serait-ce que pour avoir sa vie la plus protégée possible. Et puis, dans le guide que nous avons édité, nous sommes allés plus loin que les seules préconisations légales. C'est important que les gens disent les gens qu'ils ont envie de revoir, que les personnes puissent s'exprimer sur leur religion, sur la question très sensible du don d'organes, du prélèvement d'organes, sur bien d'autres sujets encore. Et effectivement, nous avons proposé quelque chose d'assez pédagogique, à la fois une charte qui récuse à la fois
acharnement thérapeutique et euthanasie et demande des soins proportionnés. Ça, c'est, disons, pour le tout venant, pour des personnes en bonne santé. Et puis, quand on commence à avoir une maladie, et bien pouvoir se prononcer sur certaines choses délicates que nous ne pouvons pas forcément prévoir par avance. Par exemple, la trachéotomie pour des personnes qui risquent d'avoir une insuffisance très forte respiratoire. Est-ce que je souhaite ou pas être trachéotomisé? Les personnes peuvent dire non, je ne souhaite pas, ou oui, je souhaite. Mais le dire quand on n'est pas dans cette situation, c'est assez difficile parce qu'on est bien content quand on est accidenté d'être réanimé, d'avoir des tuyaux qui nous passent des analgésiques et aussi qui nous permettent de survivre pour peut-être aller mieux et même très bien après. Mais ça veut dire, Tugdual Derville, qu'il faut tout anticiper parce que sinon, c'est le médecin qui prend la décision à votre place. Oui, Comment pouvoir anticiper sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas si on va le vivre ou pas? Mais vous avez raison, c'est pour cela que les directives anticipées ne sont pas la panacée. C'est très utile, mais ça ne doit pas remplacer la déontologie médicale, ça ne doit pas remplacer l'art du médecin, et on ne peut pas non plus faire du patient le prescripteur et faire du médecin l'exécuteur des prescriptions d'un patient. Oui, c'est une inversion en fait. Le patient devient son propre médecin. Voilà. Donc ce qui s'est passé de juste, c'est qu'il y a un rééquilibrage face à une forme de toute-puissance médicale ou aussi parce que on le sait bien, quand on a expérimenté la médecine, il y a à la fois beaucoup de dévouement et parfois des explications qui ne nous atteignent pas parce que les médecins sont dans la technique. Et donc ces directives ont le mérite de favoriser le dialogue et puis de faire entendre quelqu'un et puis aussi d'avoir une personne de confiance. C'est très important. Donc nous les encourageons, mais sans rêver. Parce que vous savez, on a envie de tout régler, on a envie d'être totalement garanti, mais on ne sait pas comment on va mourir. Il y a des personnes dont on pense qu'ils vont mourir paisiblement et qui ne meurent pas paisiblement, et d'autres au contraire qui affrontent cette réalité avec une sorte de sagesse qu'on ne leur connaissait pas. Et donc, comme à la guerre en fait. Voilà. Le consentir. Le courage se révèle ou ne se révèle pas nécessairement non plus. Les tempéraments. Oui. Et puis, vous les avez rédigés, vos directives? Non, moi je ne les ai pas rédigées personnellement. Je devrais, donc je m'en confesse. Je devrais. Mais j'ai aussi une sorte de sentiment pour l'avoir expérimenté que tout prévoir, c'est entrer très vite dans la fatalité. Hein. La mort n'est pas un projet. Est-ce qu'on peut imaginer, Tugdual Derville, que si on reprend le cas de Vincent Lambert, s'il avait dû les rédiger, qu'est-ce qu'il aurait écrit? Il aurait mis « Je souhaite, je ne sais pas moi, en cas d'accident, comme je suis motard, je souhaite qu'en cas d'accident où l'on me maintient en vie, de continuer à être hydraté et nourri ». Ça, il faut aller jusque-là? Moi, je pense que c'est très complexe, qu'on ne réglera pas la question. Ça veut dire qu'il faut aller jusque-là, oui, puisque vu la situation dans laquelle on est, ça veut dire qu'il faut dire « J'ai envie qu'on me donne à boire et à manger ». Non, mais il aurait peut-être pu dire, si j'étais en état neurovégétatif, peut-être pas aussi relationnel, et encore faut-il savoir ce que ça veut dire, hein, je ne souhaite pas qu'on me fasse une gastrostomie. Parce que là où il y a eu un acte médical, c'est la gastrostomie. À un moment donné, on a décidé, c'est un acte médical assez léger, chirurgical, hein, c'est-à-dire qu'il est nourri par sonde parce que sa déglutition n'était pas suffisante. Il y a d'autres personnes dans sa situation ou voisines qui peuvent être nourries à la petite cuillère avec une déglutition correcte et sans risque d'étouffement. Et donc, oui, effectivement, on peut refuser une gastrostomie. Mais il y a de nombreuses personnes porteuses de handicap qui vivent durablement avec une gastrostomie et qui en sont heureuses, qui d'ailleurs ont conscience. Donc il faut faire attention à ne pas refuser en bloc quelque chose qu'on fantasme, on imagine. Les gens disent par exemple, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Ben, heureusement, et c'est même interdit l'acharnement thérapeutique, c'est presque inutile de le dire, hein, ça va de soi. Mais après, pour des actes précis, eh bien, il faut évaluer. C'est pour ça que... Parce que les directives que j'ai sous les yeux, elles ne donnent aucune indication. Enfin, aucune indication. Elles disent par exemple, j'indique donc si j'accepte ou si je refuse qu'il soit entrepris, notamment une réanimation cardiaque et respiratoire, le branchement de mon corps sur un appareil à dialyse rénale, une intervention chirurgicale, autre. Voilà, il y a 4 points. Oui, parce que c'est plus adapté. C'est pour ça, et après vous avoir vu, il faudrait que je les rédige pour pouvoir répondre la prochaine fois que je les fais, pour progresser. Mais c'est vrai que c'est plutôt pour des personnes qui déclenchent un certain type de maladie qu'elles sont le plus utiles. Si une personne a une maladie évolutive dont on sait que la fin peut être une forme d'étouffement qui nécessite ou pas de faire une trachéotomie. Donc c'est plus pour Alzheimer, par exemple. Elle peut dire, dans mon cas, non, je pense à plutôt une maladie comme une maladie de Charcot, par exemple. Elle peut dire, dans mon cas, je ne souhaite pas avoir une trachéotomie. Le pape Jean-Paul II avait refusé une intervention chirurgicale. C'est tout à fait légitime de dire, bon là, c'est bon. Par exemple, ne pas effectivement avoir une nouvelle intervention chirurgicale cardiaque pour une personne qui va dire, bon non, ça y est, mon cœur, il est très faible. À ce moment-là, je préfère ne pas... C'est adapté aux maladies évolutives. Voilà, c'est beaucoup plus. C'est à ce moment-là, et sans jamais renoncer à dialoguer avec le médecin.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'angles morts, évidemment, pour C'est normal. cette directive anticipée, ce C'est qui est normal. Des questions, des remarques pour vous, Tugdual Derville, émanant des réseaux sociaux? Il y a la question que l'on vous posait justement, devons-nous tous et toutes écrire nos directives anticipées? Eh bien, vous êtes très partagés sur cette idée. Sybille, par exemple, sur notre page Facebook, comment peut-on savoir ce qu'on souhaitera sans avoir fait l'expérience de la situation, se demande-t-elle. Elisabeth va dans le même sens. Je ne peux pas savoir ce que je voudrais dans une situation que j'ignore, nous dit-elle. Elle mentionne le cas de M. Pozzo di Borgo qui aurait donné des consignes ne correspondant pas à ce qu'il vit dans son handicap actuel. Pareil pour Katia, on ne devrait pas avoir à écrire nos directives anticipées, dit-elle, c'est impossible de savoir, seul Dieu décide de notre heure. Par contre, il est important d'en parler en famille. Ainsi, nous dit-elle, je sais que mon mari ne souhaite pas d'acharnement thérapeutique et il sait que moi non plus. Enfin, Florent pense également qu'il faut en parler à plusieurs de ses proches ensemble. Merci Alban Barthélémy et continuez à réagir sur les réseaux sociaux à cette question qu'on a posée. On vous pose une question tous les matins en fonction de l'actualité. Tugdual Derville, vous qui avez écrit La bataille de l'euthanasie, je dérive, il nous reste une minute sur ces terrains-là. Est-ce que finalement la France n'essaie pas de tout faire, mine de rien, pour ne pas verser dans la situation de la Belgique, de la Suisse, qui sont allés beaucoup plus loin que nous n'oserions aller? Est-ce qu'on ne peut pas créditer nos pouvoirs publics de cette forme de prudence quand même? Si, partiellement oui, et je pense que l'exemple suisse, belge ou hollandais, les rares pays qui ont légalisé l'euthanasie, ont l'avantage, si j'ose dire, de nous montrer jusqu'à quelle dérive on aboutit, avec des demandes pour des personnes qui sont simplement fatiguées de vivre mais qui n'ont pas de maladie, pour l'euthanasie des personnes qui ont uniquement des maladies psychiques, ou des personnes qui ont de très lourds handicaps, ou des détenus qui ont demandé l'euthanasie parce qu'ils n'en pouvaient plus de vivre avec la conscience de ce qu'ils avaient pu commettre, etc. Donc là, la France a effectivement résisté sur des mineurs en Belgique. Voilà, exactement. Mais le risque, ça serait ce que moi j'appelle le syndrome de l'île Maginot, c'est-à-dire de dire, on dit non à l'euthanasie, mais on laisse pratiquer des formes d'euthanasie qui ne disent pas leur nom. Donc il faut être extrêmement précis sur la définition. Action ou omission qui a comme intention et comme conséquence de provoquer la mort pour éliminer toute souffrance. Comme ça, on écarte les mobiles crapuleux. Mais donc c'est action ou omission. Mais les critères, c'est l'intention et le résultat. Et donc attention à ne pas laisser se développer des formes d'euthanasie qui ne disent pas leur nom. Et ça, c'est vraiment... je pense qu'il y a quelques dizaines d'années en France, et j'ai rencontré des professeurs de médecine un peu âgés qui disaient on faisait ce qu'il fallait, on avait des cocktails éthiques, il y avait des euthanasies. Maintenant, avec le mouvement des soins palliatifs, avec l'accompagnement des personnes lourdement dépendantes dans des établissements spécialisés, on devrait échapper à cette espèce de pression euthanasique qu'il y avait encore plus fortement peut-être avant. Mais effectivement, faire attention à ne pas laisser se développer des formes d'euthanasie, ça aurait été le risque avec, j'espère que l'issue sera bonne plutôt que fatale avec la situation de Vincent Lambert, mais des formes d'euthanasie qui se cachent, qui se dissimulent. Parce que quand on commence à perdre le sens des mots, c'est plus grave encore, c'est plus lourd encore de conséquences, que c'est dans l'inconscience que ces actes seraient commis. Je vous remercie d'être venu ce matin. Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je rappelle, La bataille de l'euthanasie, enquête sur les 7 affaires qui ont bouleversé la France aux éditions Salvator. Et je vous remercie de nous avoir éclairé sur la situation de Vincent Lambert et sur son cas et naturellement sur tout ce que cela peut induire pour la collectivité. S'agit-il d'un choix de civilisation ou non? Sans doute. En tout cas, on se référera à vos propos ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.